Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour revenir sur toutes les images marquantes du week-end sportif vendéen. Et au sommaire de cette émission, place d'abord à du football, duel de haut de tableau en D3 féminine. La Roche-ESO accueillait Roubaix, encore invaincu cette saison. En basket, une affiche de National 2 et un anniversaire pour Saint-Georges de Montaigu. Même le club fêtait ses 70 ans et comptait bien sur une victoire face à Dax pour souffler ses bougies. En rugby, objectif fin de spirale négatif pour le FC Lyonnais opposé à Casteljaloux. Les Lyonnais ont su réagir et reprennent leur marche en avant en Fédéral 2. Enfin, direction la glace avec le Hogli. Les Aigles lyonnais affrontaient le leader Amnéville. Des buts et une fin de match complètement dingue. Voilà ce qui vous attend entre autres pour le programme de ce 85 Chrono. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et ça commence tout de suite. Un temps capricieux, du vent, de la pluie, c'est un peu le résumé des conditions climatiques des rencontres de ce week-end. Et notre premier match du jour n'y a pas dérogé. Hier dimanche après-midi, au stade de Saint-André d'Ornay, la Roche-ESO recevait Roubaix pour le compte de la 7e journée de D3 féminine. Une opposition au sommet, un vrai test pour les Vendéennes face à des nordistes encore invaincus en championnat. Les Lyonnaises en rouge se mettent rapidement le plus en vue en ce début de partie. Mais dès la 16e minute, la Roche va se retrouver en infériorité numérique. L'arbitre juge l'action comme jeu dangereux et sort le carton rouge pour Emma Guyard. Désormais, à 10 contre 11, la Roche va tout de même continuer de dominer. Les Roubaisiennes ne se montrant que très peu dangereuses. Ngom voit ici par exemple sa frappe déviée par la défense ou sur ce corner, l'entrante Lauriane Roth manque le cadre. Résultat, score toujours nul et vierge après 45 minutes. Au retour des vestiaires, les Roubaisiennes se montrent enfin, mais peinent à inquiéter la portière ornésienne. En transition, Roubaix se met en évidence, mais cette frappe de Camille Dolignon est bien contrée par le retour de Camille Elisèche. Toujours en infériorité numérique depuis le quart d'heure, les Lyonnaises conservent le ballon, occupent la partie de terrain adverse, mais n'ont pas plus de réussite face au but. Entrée en jeu à la 60e, Joyce Sarpong continue de se proposer à la pointe de l'attaque et obtient un corner sur cette action. Mélanie Goutard pour le tirer. Et le corner va directement au fond. La gardienne roubaisienne est trop courte. Goutard permet à l'ESO de prendre les devants à la 75e minute. Une avance qui s'avérera définitive puisque les Lyonnaises vont parvenir à préserver ce court avantage à 10 contre 11 pendant la majeure partie du match. La Roche s'impose 1-0 et fait tomber le leader. 3 points glanés à l'envie. Je vous propose d'entendre Anthony Gauvin, le coach des Ornésiennes, suivi de son homologue au micro de Thibaut Grasset. Il y avait des choses qui étaient très, très belles parce que beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. À 10 contre 11 pendant plus d'une heure, c'était une prestation qui était plus. Maintenant, elles étaient motivées toute cette semaine. Elles étaient motivées parce que on recevait le leader qui n'avait pas encore perdu et elles avaient à cœur aussi de se rattraper du match qu'on avait fait contre Saint-Denis. On avait perdu 1-0. Les circonstances du match ne nous étaient pas favorables, mais avec de l'envie, avec du cœur, avec de la générosité, elles ont réussi à mettre en place ce qu'on fait toute la semaine, le sortie de balle, essayer de jouer ensemble et puis défensivement d'être solide, d'être compact. Il faut continuer, ce n'est qu'un match. Voilà, on a un match en retard contre Brest. Si on veut retrouver la première place, il va falloir gagner là-bas, ce qui ne sera pas simple, mais faisons les mêmes prestations et puis après on verra où ça nous amènera. C'est très décevant, mais on a fait une mauvaise entame de match. Sur tout le match, on a été inexistant. On n'a pas réussi à remonter. Il y avait un manque d'envie de la part des filles. Voilà, c'est un match sans, ça arrive. On est passé à côté. Offensivement, on n'a pas su se créer les occasions. On a lâché des ballons trop vite. Manque de construction. D'approximation dans les passes techniquement c'est pas notre équipe, mais bon, c'est arrivé aujourd'hui, il fallait que ça nous arrive. Ça n'empêche rien sur le fil de la saison, mais il faut reprendre ça correctement et puis aller gagner le match. Et avec ce succès sur la plus petite des marges, la Roche-ESO continue de faire tourner son compteur en ce début de saison au classement. Cependant, pas de changement de position. Les Ornésiennes restent sur le podium à la 3e place, mais ont toujours un match en moins. Le SO n'est qu'à un petit point de Roubaix, qui reste leader après son revers en Vendée. Un détour à présent par le championnat de National 2. En déplacement sur la pelouse de Libourne samedi, la Roche-VF ramène le point du nul, un partout. Un point qui permet aux Lyonnais de conserver la tête. Les Herbiers quittent eux le podium et sans raison de leur match reporté. Effectivement, en ouverture de cette 9e journée,
vendredi, le VHF devait recevoir Romorantin, mais le terrain de Massabielle a été jugé impraticable en raison des fortes pluies. Les Herbiers sont donc 4e avec 14 points à 2 points, vous l'avez vu, du leader lyonnais. Et puis du côté du championnat national 3, après les matchs de samedi, les positions ont changé, notamment en bas de tableau. Première victoire de la saison pour la Châtaigneraie, 2-0 face au Sable FCOC. Après son carton 5-0 à domicile face à Saint-Nazaire, le Poiré-sur-Vie s'invite sur la 3e marche du podium. Match nul 1 partout pour Fontenay sur le terrain de la réserve du Stade Lavallois. Chalon s'est incliné 1-0 face à Château-Gontier. À noter que toutes les équipes vendéennes, excepté les Sablés, ont toujours un match en retard à disputer. Avant les images, on ouvre notre page basket avec un classement. C'est celui de la Nationale 1 masculine. 0/2 pour nos clubs vendéens sur cette 10e journée. Vendredi, sale beau séjour, les Sables Vendée Basket s'inclinent d'une très courte tête, 70-71 face à Quimper. Les Sablés sont donc en avant-dernière position. Et puis à l'extérieur, le Vendée Chaland Basket s'est lui incliné très largement sur le parquet de Tours Métropole Basket, 96-57. À noter dans vos agendas d'ailleurs, demain, mardi soir, place au derby entre Chaland et les Sables Vendée Basket. C'est une rencontre qui sera à suivre en intégralité sur TV Vendée, demain soir donc à partir de 20h30. Allez, toujours en basket, en images, cette fois direction les Parquets. Je vous emmène à Saint-Georges de Montaigu. Samedi soir, les Vendéens étaient opposés à l'Adour d'Axe Basket. Une 9e journée de National 2 un peu particulière pour le club et pour cause. Saint-Georges fêtait ce week-end ses 70 ans d'existence. Les hommes de Paul Ravon avaient donc à cœur de décrocher un succès sur leur terrain devant une salle comble. Les Georgeois maillot noir et jaune démarrent la rencontre de la meilleure des manières. Saint-Georges impose son rythme et montre plus d'agressivité que les Landais. Après un premier quart emporté 28-21, Saint-Georges poursuit sur sa bonne dynamique et creuse un peu plus l'écart. Plus 8 à la pause, 50-42. Les Vendéens sont au-dessus, mais voient les Dacois revenir avec de meilleures intentions après la pause. La partie est plus engagée, mais Dax peine à ressortir le ballon face à des Georgeois poussés par leur public. Meilleure affluence de la saison samedi soir, plus 10 à l'entame du dernier quart-temps. Et à l'image de Thibault, 11e, 18 points, le meilleur marqueur côté Saint-Georges. Les locaux gèrent leur avance sans jamais vraiment trembler dans cette rencontre. Résultat, les Georgeois s'imposent dans ce duel des promus, 90-83. Le club peut donc savourer et célébrer son 70e anniversaire. La réaction des deux coachs de cette rencontre, elles sont recueillies, ces réactions par Ambroise Roubaix. C'est un beau cadeau d'anniversaire là, pour les 70 ans des deux clubs là, et puis du SGMBB. Grosse satisfaction. Voilà, on fait un match plutôt maîtrisé là, du début jusqu'à la fin, sans être capable de vraiment le tuer, mais voilà, on a fait ce qu'on voulait faire et c'est une vraie satisfaction. Et ce soir, voilà, on gagne en équipe avec vraiment tout le monde concerné, pas d'individualisme. Et en fait, quand on joue comme ça, voilà, ça donne ces résultats-là. À 70 ans, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est un club qui est maintenant bien ancré dans la région, aujourd'hui qui est moteur en fait sur la communauté de communes. Donc une victoire, une salle pleine, bien pleine ce soir et encore poussée par notre public. Quand c'est comme ça, on savoure. C'est la plus grosse affluence de l'année. Ça chante, il y a des jeunes, des anciens. Il y avait beaucoup d'anciens qui étaient venus aussi pour l'anniversaire. Donc une belle fête. Très mauvaise entame, d'accord. Et après on est obligé on subit, on court après le score, pardon. Donc voilà, on a beaucoup d'énergie pour revenir. On a des possessions, ils repartent refaire un écart, donc nous on s'use. Voilà, et donc ils ont été beaucoup plus agressifs, notamment au rebond. Ils ont mis des gros tirs à 3 points, donc c'est une victoire qui est méritée de leur part. Dans la dimension collective, on n'a pas réussi à se rassembler, à être impactant sur les pick and roll, sur les écrans. On s'est fait dominer sur les duels au rebond. Ils ont été plus impactants que nous. Et une 5e victoire de la saison pour les Georgeois qui comptent désormais 14 points après 9 journées. Malgré son succès, Saint-Georges-Montaigu perd une place au classement de cette poule B. Les Vendéens sont à égalité de points avec leur adversaire du week-end, l'Adour d'Axe Basket, actuellement en 3e position. On s'intéresse à la Nationale 2 féminine et ça va toujours mal pour l'équipe réserve de la Roche-Vendée Basket. En déplacement sur le parquet des Espoirs d'Angers, le RVBC s'incline 55-38, 6e défaite de rang pour les Tigresses qui restent avant-dernière de leur poule. On retourne à présent à La Roche-sur-Yon pour du rugby. Cette fois, hier, dimanche après-midi, le FC Lyonnais recevait Casteljaloux à l'occasion de la 7e journée de Fédéral 2. Le temps toujours capricieux a contraint à légèrement délocaliser cette rencontre. Un terrain trop gorgé d'eau et jugé impraticable
principalement sur Henri Desgranges. Ça s'est joué sur le terrain annexe en synthétique boulevard Arago. 6 partout après 2 pénalités transformées de chaque côté à la pause. En deuxième période, le FCY prend les commandes. Les rouges et blancs sont dans le camp adverse. 41e minute, un gros travail de Brian Luaki et Constibo Salo vient aplatir le premier essai de la partie pour les Vendéens. 11-6 à l'heure de jeu. Brian Luaki va cette fois se muer en marqueur pour le second essai lyonnais. Le FCY prend de l'avance 16-6. Les hommes de Jérémy Luçon, maître de l'Envier, font très mal. 6 minutes plus tard, le FC lyonnais fait bien tourner à la suite d'un beau mouvement collectif. Bossalo délivre une dernière passe pour le buteur maison. C'est Thomas Genot sur la droite qui vient aplatir pour porter le score à 21-6. Plus solide, les rouges et blancs vont tout de même concéder 2 essais en fin de match. D'abord à la 74e sur ce ballon récupéré en sortie de mêlée par Baptiste Lignot. Puis un second après la 80e minute sur une seconde occasion, une ultime occasion. 2 essais sans conséquence, le FCY l'emporte 21-18 et fin de spirale négative après 4 défaites de rang. Au micro d'Ambroise Robet, on retrouve les 2 coachs du jour, Jérémy Luçon et Anthony Saint-Loubert. Ça fait plusieurs matchs où on n'arrivait pas à produire, on était un peu sur la retenue et les gars se sont lâchés aujourd'hui. Et ça a payé, donc plutôt satisfait de ça. On fait une mi-temps avec le vent où je pense qu'on doit plus un peu occuper. Et au final, on joue un peu trop. J'avais peur qu'en deuxième mi-temps, il fallait porter un peu plus les ballons, qu'on soit un peu rincé. Et au final, ça nous a plutôt réussi. Donc félicitations aux joueurs d'avoir déterminé la stratégie comme ça. Bien sûr, on l'avait préparé, mais comme on prépare tous les matchs, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'était un match important pour nous parce qu'on savait qu'on était sur une spirale ultra négative avec des déplacements, des défaites à domicile, à l'extérieur, qui nous réussissaient pas. Et puis là aujourd'hui, on savait que c'était un peu à la vie à la mort. C'est-à-dire que si on perdait, on restait vraiment dans ce bas-fond. Et voilà, c'est pas ce qu'on voulait, quoi. Pour la tête des gars, pour la tête du club, pour tous les efforts qui sont faits, il faut que ça se paye à un moment, quoi. Les gars sont tout le temps déterminés, ils ont envie de progresser. Et voilà, il faut qu'aujourd'hui ça se récompense quelque part. Et je suis ultra satisfait pour eux parce qu'ils le méritent. C'est des bons mecs et ils le méritent. On a été déficient dans tous les fondamentaux du jeu. Conquête en touche plus que moyenne. Voilà. On était plutôt bien mêlés en première mi-temps, puis après en deuxième mi-temps ça a été beaucoup plus compliqué, on s'est beaucoup pénalisé. Et puis voilà, manque d'investissement, manque d'agressivité. On n'est pas descendu du bus, quoi. On s'est levé à 6h ce matin et on n'est pas descendu du bus. Voilà, c'est une belle petite équipe qui je pense n'est pas à sa place là aujourd'hui. Elle l'a prouvé aujourd'hui, puisque nous on était plutôt en haut et en bas et c'est eux qui ont gagné, donc c'est une belle équipe. Ouais. Une victoire 21-18, un deuxième succès de la saison qui permet au FCY de souffler au classement. Le FCY quitte la zone rouge à l'issue de cette 7e journée avec 12 points. Les rouges et blancs sont désormais 10e mais comptent un match de plus que toutes les autres équipes de leur poule. En Fédéral 3, à présent, pas vraiment de changement. Après la 7e journée, sans avoir joué, les Sablés restent leaders. La rencontre prévue hier, dimanche après-midi face à Parthenay, a été reportée suite aux trop mauvaises conditions météo. Prochain rendez-vous pour les Sablés, ce sera dès ce week-end sur le terrain d'Angers 3e. Et puisque l'on parle des Sables d'Olonne, une information à vous communiquer concernant un Sablais. Il s'agit d'Enzo Gros. Nous le recevions jeudi dernier dans 85 chrono. Le boxeur disputait vendredi à Saint-Nazaire le 3e combat de sa jeune carrière professionnelle. Et Enzo Gros, à droite de l'image, s'impose. Victoire au point 40-35 face au Géorgien Shoda Ivaridze. Avant de vous emmener sur la glace avec des images du Ogli, quelques résultats. D'abord, en handball à vous communiquer. En National 1 masculine, ça y est, après 9 journées de championnat, le Pouzauges Vendée Handball décroche enfin son premier succès de la saison. Les hommes de Steve Berger sont allés s'imposer avec la manière sur le terrain de Cesson-Rennes, 34-27 samedi soir. Le PVHB reste toujours bon dernier à 5 points du premier non relégable Gien. Un week-end qui sourit également aux Lyonnaises en N1 féminine. En déplacement du côté de Tardets, la Roche Vendée Handball revient des Pyrénées-Atlantiques avec un succès 25-21, 3e victoire de rang. Et les joueuses d'Ophélie Charbonneau continuent de faire tourner leur compteur. 5e position pour la Roche avec 21 points. Pas vraiment le même son de cloche à l'issue de cette 9e journée en National 2 féminine. La réserve du RVHB a été battue par Vierzon samedi, 35-24. Les Lyonnaises perdent une place et pointent actuellement en 11e et avant-dernière position. On poursuit notre tour d'horizon des rencontres du week-end avec du hockey sur glace. 6e journée de Division 2 pour le Ogli. Le hockey glace lyonnais défiait le leader Amnéville samedi soir à la patinoire Arago. Rapidement dans cette rencontre, les hommes de Juraj Osielka vont courir après le score. 1-0 dès la 7e minute pour Amnéville. À peine 3 minutes plus tard, les visiteurs font déjà le break ici par Maximilien de Souza, 2-0.
La partie est disputée et le Hogli va aussi se créer plusieurs occasions sans concrétiser. Les Lyonnais continuent de pousser dans le deuxième tiers-temps et vont finalement être récompensés. Bien servi, Samy Faure débloque le compteur du Hogli. Les Lyonnais plus combatifs réduisent l'écart de 2-1. En défense également, le Hogli tient bon et ne démérite pas face au leader. Reparti en attaque, les Vendéens sont même tout proches de recoller. Mais Amnéville tient bon. Dans la dernière période, les Lyonnais continuent de prendre d'assaut la cage adverse. Mais à la 48e minute, les visiteurs vont de nouveau marquer. Cela fait désormais 3-1. Il ne reste que 3 minutes à jouer, mais les Aigles n'abdiquent pas et cela porte ses fruits. Valentin Jacques entretient les espoirs lyonnais. 3-2. Avant la dernière minute de ce match, le Hogli joue son va-tout. Tous les joueurs sont en attaque, y compris le gardien, mais sur un palais perdu. Les Amnévillois vont porter une ultime contre-attaque fatale, 4-2. On en restera là. Le Hogli s'incline pour la deuxième fois de rang à la maison, mais sans démériter dans cette rencontre. La réaction des deux entraîneurs, elle est recueillie par Thibaut Grasset. On a perdu un match où c'était le premier quart-temps qui nous a coûté un petit peu cher parce qu'on n'était pas dedans, on a pris trop de pénalités. Et voilà, donc forcément, si on joue à 4, on joue toujours dans notre zone. Donc c'était ça, mais après, le deuxième et le troisième, je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. Donc, pour l'instant, ils sont en première, tout tourne à leur faveur, donc c'est très bien pour eux. Aujourd'hui, je pense que c'est une équipe prenable. À la fin, il fallait sortir le gardien, on a sorti le gardien, on a tenté à égaliser, donc voilà. On n'a pas fait ce qu'il fallait à la maison, mais encore une fois, c'est pas qu'on s'est fait dominer et on ne savait pas s'en sortir. Ça a été un match très difficile parce que depuis le deuxième quart-temps, on a fait de bêtises, on a pris pénalité complètement inutile, et ça casse notre stratégie, ça casse la philosophie, et c'est comme ça. On travaille un petit peu avec ces stratégies, on a besoin qu'on va entrer chaque fois dans le match avec la force maximale. Et si on a joué discipliné comme dans la première quart-temps, ça a été beaucoup plus facile. Comme ça, on a gagné, mais match super difficile. Et avec ce deuxième revers de rang, ce qui est assez rare pour être souligné, le Hogli glisse en milieu de classement de cette poule A de D2 après 6 journées. Mais seulement 5 rencontres disputées, les Lyonnais sont 5e avec 9 points. Non loin de la patinoire Arago, on jouait en ring hockey, également celle de l'Angélemière pour la 6e journée de N1 Elite. Opposée à Nantes, la Vendéenne se sort du derby ligérien par une victoire 3-1. Les hommes de Marc Salicru pointent au pied du podium en 4e position, 11 unités au compteur. Les Lyonnais sont toujours invaincus après 6 journées et un match en retard à disputer. Enfin, le dernier tableau de cette émission, il concerne du tennis puisqu'a été lancé ce week-end le championnat de France par équipe féminin. Pour cette première journée de Pro A, le tennis Saint-Antoinnaise est allé s'imposer sur les terrains du TC Paris, victoire 5-1. Le TY est 2e de sa poule et affrontera Aubonne. Rendez-vous dès ce mercredi après-midi au Terre-Noire à La Roche-sur-Yon. Avant de partir, direction la Martinique pour parler Transat Jacques Vabre, un détour par Mouilleron, le captif avec des images du vent d'espace où avait lieu samedi soir. Un événement assez spectaculaire à guichet fermé. Le vent d'espace accueillait en effet la dernière manche des championnats du monde de X-Trial, une discipline qui consiste à franchir des obstacles à moto en intérieur, le tout dans un temps imparti. Et pour ce dernier rendez-vous mondial de la saison, c'est un ponte de la discipline qui s'impose. Victoire de l'Espagnol Tony Bou pour le Repsol Honda Trial Team. Tony Bou remporte sa 6e victoire de la saison sur 7 possibles et surtout avec cette victoire, l'Espagnol décroche le titre mondial pour la 17e fois de sa carrière. Tony Bou est tout simplement le pilote le plus titré de l'histoire du trial. Et puis je vous le disais, pour conclure cette émission, place aux dernières images et informations de la Transat Jacques Vabre. Et ça y est, les premiers ultimes sont arrivés à Fort-de-France en Martinique. La victoire revient au duo Armel Lecléache et Sébastien Josse sur Maxi Banque Populaire 11. Les deux skippers ont franchi la ligne d'arrivée peu après 23 heures. C'était dimanche soir hier, donc après 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes en mer. Armel Lecléache et Sébastien Josse ont ensuite été rejoints 5 heures plus tard par François Gabard et Tom Laperche sur SVR Lazartigue. 3 ultimes sont encore en course. Et puis côté classe 40, à noter dans les résultats, Xavier Macaire et Pierre Leboucher sont 2e sur groupe SNEF. Côté IMOCA, Sébastien Simon et Icar Martinez sur le groupe Dubreuil sont 2e. Les premiers IMOCA pourraient arriver d'ici la fin de semaine du côté de la Martinique.
Voilà, eh bien vous savez tout pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 13 novembre 2023. Le prochain rendez-vous, ce sera dès jeudi soir avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono et nous aurons le plaisir d'accueillir le TEY, justement le tennis ententionnais qui a démarré sa saison de Pro A ce week-end et qui rejoue donc dès mercredi au Terre Noire à La Roche-sur-Yon à 13h face à Aubonne. D'ici jeudi soir, eh bien très bonne fin de soirée à tous et belle semaine surtout sur l'antenne de TV Vendée.